Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Right now. Holocratie. Donc je m'appelle Lucas, effectivement. Moi aussi, je suis content d'être là, d'autant plus que c'est rigolo d'intervenir sur le sujet du management. Je pense que chez Ignition, j'ai commencé à manager quand Caroline a vraiment une équipe qui débordait. C'est-à-dire que c'était vraiment le truc que je voulais pas faire au début. Et du coup, c'est vrai que se retrouver là aujourd'hui à parler de management, j'aime bien. Alors, en deux mots, où on en est, on a mis le nombre de CDI sur le slide pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Donc, Ignition Programme, c'est une structure qui a été créée en 2014. On est aujourd'hui une quarantaine de personnes. Notre job, c'est de faciliter l'hypercroissance des startups et scale-up de l'écosystème français et européen, en recrutant pour eux les meilleurs talents sur toutes les dimensions du business development, du marketing digital, des opérations, fonctions support et de la tech. Et d'ailleurs, on est content de recruter pour Comet. On accompagne ces talents avant, pendant et après leur prise de poste dans leur développement professionnel. C'est un chiffre qui a été souvent donné dans les talks chez l'Holocratie, donc je me permets de le réutiliser. Mais sachez que nos grands-parents passaient plus de 21 ans dans une boîte. Aujourd'hui, c'est 3 ans pour notre génération. Donc il y a quelque chose qui est vraisemblablement en train de muter dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Et puis peut-être un deuxième point, c'est que on est dans des entreprises qui ont de moins en moins de hiérarchie. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Decathlon France, c'est 15 000 personnes et c'est seulement 4 strates de hiérarchie au sein de la structure. Donc on voit qu'il y a là aussi quelque chose qui est en train de se passer, une révolution technologique, un accès aux équipes sur le terrain à eux-mêmes choisir la direction dans laquelle ils ont envie d'avancer. Et donc on a cette double tendance de moins de hiérarchie, moins de fidélité aussi dans les entreprises. Évidemment, il y a peu de chances qu'on reparte en arrière sur ces dynamiques de fond. Pour autant, de façon étonnante, nous, ce qu'on voit au quotidien dans les centaines de recrutements sur lesquels on est impliqué, c'est qu'on a des talents qui ont envie de rester dans la même entreprise, d'y amener de l'impact, de pouvoir transmettre ce qu'ils y ont appris. Et aussi d'être épaulés dans leur développement professionnel, dans cet environnement qui est, lui, de plus en plus complexe également. On est dans un univers professionnel de micro-niches sur lequel on a de très fortes tensions et où les conseils des parents, de l'école, sont peut-être de moins en moins pertinents parce que c'est des mondes qui évoluent très très vite. Alors, j'ai voulu mettre un mot choc à l'écran. Ce qu'on constatait, c'est que aujourd'hui, les boîtes qui ont réussi ces 10-20 dernières années, c'est des boîtes qui sont allées chercher ce sujet de customer centric. On en a beaucoup entendu parler. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les boîtes qui réussissent, elles sont non seulement customer centric, mais elles sont aussi employee centrique. Il y a eu une belle annonce de Doctolib sur ces derniers jours. C'est une structure avec laquelle on a beaucoup travaillé aussi au tout début de leur croissance. Et en fait, c'est bien une entreprise qui a pris à bras-le-corps le sujet de l'employé central dans sa croissance. Et on l'a vu par la remarquablement faible proportion des personnes qui sont parties de chez eux. Par la suite, on est bien placé pour voir ce genre de choses. Donc c'est en fait ces boîtes-là qui réussiront demain. Et de la même manière que la customer lifetime value, s'il y a quelques sales parmi nous qui sont familiers avec le sujet, a un peu défocalisé le regard de l'acquisition client pour le transporter vers la rétention, ce qu'on appelle nous l'employee lifetime value, défocalise le regard du recrutement pour le ramener sur l'engagement et la fidélisation des équipes. Voilà. C'était ma grande intro sur le sujet du management. Et ce qu'on essaie chez nous, modestement, c'est d'être une entreprise qui est employee-centrique. Et du coup, l'objectif de cette présentation, c'est de vous partager un peu ce que nous, on teste dans ce qu'on appelle notre laboratoire RH. C'est des formats qu'on conçoit et qu'on déploie chez nous, mais aussi chez nos clients, et qui évoluent évidemment avec le temps. Donc là, ce que je vous présente, c'est pas du tout quelque chose qui est fini. Ça appelle évidemment à continuer à être construit, mais c'est en tout cas ce qu'on pratique chez nous. Alors pour commencer à en parler, j'ai besoin de discuter un peu de management situationnel. Est-ce que certains en ont déjà entendu parler ? À part les gens qui bossent chez Ignition. Ouais.
Le management situationnel, alors, cette courbe, on va la revoir plein de fois dans la présentation, donc c'est une courbe que j'aime beaucoup. Un des concepts centrales, donc c'est cool, c'est un Français qui a mis au point le concept de management situationnel, c'est Dominique Tissier. Un des concepts fondamentaux, c'est le cycle de vie d'un salarié dans un poste. Alors ça ressemble un peu à ça. On peut la résumer en 4 phases. La première phase, c'est la prise de poste. C'est un moment d'excitation qui est maximal. La personne vient d'arriver. Elle est ultra saucée d'avoir rejoint cette boîte. En revanche, son savoir-faire, que ce soit parce qu'elle manque d'expérience professionnelle dans le sujet ou parce qu'elle vient d'arriver, donc le temps de s'adapter à la structure, son savoir-faire est difficilement applicable et faible. Il y a des durées indicatives, évidemment ça va varier suivant les dimensionnements du poste, de la boîte, etc. Il y a une deuxième phase qui vient s'enchaîner, qui est plus ou moins marquée, qui est celle de la phase de difficulté. On est toujours dans un savoir-faire qui n'est pas très élevé, parce que la personne n'est pas là depuis très longtemps, mais le problème c'est qu'en plus, l'excitation initiale au moment de l'arrivée a commencé à disparaître face à ces difficultés et les objectifs qui commencent à apparaître sur le poste. Phase suivante, petite victoire, et alors là, cette phase de difficulté est d'autant plus courte que les victoires que les objectifs sont mesurés, et plus on va permettre à la personne de cranter sur des premières victoires, plus elle va commencer à sortir la tête de l'eau et monter à la fois en excitation et en savoir-faire sur son poste. Dernière phase, Rising Star, excitation maximale, niveau de compétence très élevé, la personne a eu le temps de se former progressivement sur ses victoires successives et d'être à son niveau d'impact maximal sur la structure. Ok. Si on applique ça sur un graphique, qu'est-ce que ça donne? On a essayé de faire des choses scientifiques. On a en bas, il y a un nom pour ça, hein, le temps, et sur la gauche, l'impact, l'arrivée de la personne dans son poste jusqu'à l'onboarding, la progressive potentielle perte de confiance suite aux difficultés, petite victoire, Rising Star, et puis le départ. Ça arrive tout le temps. Si on regarde bien ce graphique, ce que nous on appelle l'employee lifetime value, c'est en fait la somme de toute la surface en dessous de la courbe. C'est ça qu'on additionne pour la calculer. Et il y a plein de manières de l'augmenter. La première, c'est de raccourcir par exemple la phase d'onboarding, ou de rallonger la période avant le départ, ou de réussir à faire monter l'impact un peu plus haut que là où on est, ou de le faire descendre un peu moins bas lorsqu'on a des pertes de confiance. Ce qui donne un truc comme ça. Ça, c'est le gain. Voilà, j'ai fini mon intro, j'en suis à 8 minutes. Et donc, tout le but de ce que nous on considère être le management et qu'on aime bien appeler avec le terme de faire grandir, et ce qu'on déploie dans cette boîte qui est employee-centrique, c'est de se dire que le management d'aujourd'hui, il peut servir à ça, c'est-à-dire à augmenter l'impact des salariés sur la structure et donc de faire bouger cette courbe. Du coup, sans plus attendre, j'enchaîne avec 4 formats qu'on utilise chez Ignition et qui peuvent évidemment servir de source d'inspiration. Le premier, c'est le co-coaching. Alors, j'ai remis cette courbe que vous avez maintenant bien en tête. Chez nous, on appelle ça la vallée de la mort, un terme un petit peu angoissant, mais qu'on n'oublie pas. Parce que la vallée de la mort, du coup, c'est le bas, mais je pense que c'est très clair. Donc ça, c'est un format, comme l'indique le petit point, qu'on a tendance à déployer au début. Donc dès le démarrage, quand quelqu'un arrive chez nous, on va venir déployer ce format-là. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de soulager la phase potentielle qui arrive de perte de confiance en donnant un regard complémentaire à celui du manager, à la personne qui en bénéficie, et potentiellement de permettre de pré-mâcher des sujets un peu délicats pour le manager. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ces formats-là, ils servent aussi à alléger un peu la pression sur les épaules de ce manager qui est devenu un peu le responsable du bien grandir et du développement professionnel de son équipe. Et je vais boire un peu d'eau dans ta bouteille. Par exemple, tout ce qui est là, je l'ai vécu. Je suis quelqu'un de pas très analytique à l'origine.
Et pendant un certain temps, j'ai bénéficié d'une personne qui était, elle, très analytique dans ce format de co-coaching, ce qui m'a permis de récupérer un peu par osmose ses compétences, et puis elle a récupéré autre chose. Ou alors, quand on a démarré Ignition avec Caroline, on a été en fait le premier binôme co-coach. On a aussi, alors là on n'avait pas de manager, mais ça nous a permis de pré-mâcher ensemble des sujets sur un moment dédié d'écoute et d'échange, tous les deux. Alors, quelques verbatims qui montrent effectivement à quel point ça permet de simplifier le job du manager, puisqu'en fait on vient vraiment sur les fonctions régaliennes du manager le soulager, avec baisser la pression, reprioriser des actions, j'étais complètement sous l'eau, j'ai reclarifié mon périmètre. Et donc là, je ne vous ai toujours pas dit en quoi ça consistait exactement le co-coaching. Donc c'est très simple, c'est un format qu'on déploie entre deux personnes qui sont chacun co-coach l'une de l'autre, et qui va consister à se voir, en tout cas chez nous, une fois tous les 15 jours, pour échanger sur différents types de sujets, qui sont par exemple ceux-là, qui va être de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé les 15 derniers jours pour toi, est-ce que ça s'est bien passé, moins bien passé, c'est quoi ton principal goulet d'étranglement, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir agir sur ce sujet-là, est-ce que, comment ça se passe dans ta vie privée, est-ce qu'il y a quelque chose qui impacte pas, est-ce que tu as envie de m'en parler, est-ce que tu n'as pas envie de m'en parler, et puis des questions peut-être plus long terme qui viennent chercher qu'est-ce qui t'a fait venir dans cette boîte-là, c'est quoi tes objectifs à 3 mois, si on regarde tes objectifs des 3 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en déduit, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont énervé, attristé, qui permettent un peu de faire la météo de ce qui se passe chez quelqu'un et de rentrer dans une relation qui du coup est non managériale, d'échanges peut-être un petit peu plus libérés avec cette personne-là. Alors, parfois ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Non, je vais revenir là. Il y a des risques de, effectivement, en fait, la mayonnaise ne prend pas. On essaye, quand on crée ces binômes de co-coaching, de trouver des personnes, des binômes qui font sens les uns avec les autres, de se dire, bah tiens, ces deux personnes qui viennent d'arriver, mais en fait, ils vont bien se compléter parce que il y en a un qui est très impliqué dans la culture, on le sent très en relation avec nos valeurs, et l'autre pas du tout, mais en revanche, on le sent très en avance sur ses compétences. Et du coup, ce qu'on imagine, c'est que l'un va bénéficier des forces de l'autre et inversement. Ou alors, on en a un qui n'arrive pas à passer un gap en termes de poste pour aller chercher celui d'après. Et en revanche, on va le matcher avec quelqu'un qui l'a très bien fait, mais qui, lui, par exemple, a son problème il n'est pas très analytique, alors qu'en fait, il est sur un poste où il faudrait l'être. Donc, on va vraiment chercher ce truc-là. Donc, c'est quelque chose qu'on démarre chez nous au moment où les personnes arrivent et qui ne s'arrête jamais. En revanche, on vient reconstruire les binômes environ tous les 6 mois. Pour aller plus loin, quelques lectures, Radical Candor, How to Influence and Influence People, très connu, mais qui aide à adopter des postures de coaching qui sont nécessaires dans ce genre d'exercice. C'est aussi un facteur de succès ou d'échec. Ça vaut le coup de dispenser un peu de formation sur les sujets de coaching en amont pour avoir des personnes qui savent questionner et accompagner en face sur leur co-coach. Un deuxième format qu'on a mis en place, et là on avance un petit peu dans la courbe, c'est les crews. Alors qu'est-ce que c'est que les crews ? Je vais d'abord vous dire à quel enjeu ça répond. L'enjeu, c'est d'accélérer. Donc en fait, à cet endroit-là, on a quelqu'un qui a pris ses premières victoires et qui est en train de grimper en termes d'impact et de monter en compétences et en excitation sur son poste. Là, l'enjeu, c'est d'accélérer cette montée en compétences, d'avoir une courbe qui se redresse encore plus vite. En ayant quelqu'un qui soit solide sur ses appuis, qu'il ait un benchmark de marché, de personnes sur les mêmes compétences que lui, qui reçoit des best practices, qui comprennent aussi que d'autres sont dans la même situation que lui, et donc de déployer un véritable apprentissage via les pairs sur son métier. Par exemple, moi j'ai un crew dans lequel il y a d'autres dirigeants de boîtes et on va se rencontrer une fois tous les 4 à 6 semaines pour partager sur les difficultés de notre quotidien,
nos difficultés dans notre association, par exemple. Je ne m'entends pas très bien avec mon associé en ce moment. Et ça, c'est un truc dont on ne peut pas parler trop dans sa boîte. On a aussi, par exemple, discuté des modèles de grille de salaire dont on parlait un peu plus tôt. Pas facile d'avoir du benchmark sur des modèles de rémunération. Pour le coup, au sein de ce groupe-là, on a un niveau de confiance et de partage qui permet de le faire. Ça, c'est ce que je pense des crews. C'est aussi ce que dit un investisseur d'un des membres de mon crew, une entreprise qui s'appelle Upflow, qui est que le fait d'avoir du temps possible à passer avec des gens qui ont le même job que vous, avec qui c'est possible de parler en confidentialité et en confiance de vos problématiques, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, et pas seulement pour des fondateurs de boîtes, mais en fait pour tout type de poste. Et du coup, c'est ce qu'aujourd'hui, nous, on déploie sur des personnes qui sont à cet endroit du cycle pour leur permettre d'aller trouver des pairs. C'est quoi le modèle exact de comment ça fonctionne? C'est un groupe de 4 à 6 personnes qui va se voir à peu près tous les mois, avec une grande stabilité dans le groupe, un cadre de confiance, de confidentialité et de non-jugement, avec un temps de parole qui est délimité pour que chacun ait l'occasion d'exprimer ce qui se passe pas bien chez lui, et du coup ce qui est difficile pour lui, et en même temps ses victoires, et en donnant la recette. Donc c'est une parole qui est très cadrée, avec seulement 2 typologies d'expression. En général, ça se fait sur un déjeuner, parce que c'est un format sur lequel les gens ont plus de facilité à se libérer. Et puis c'est tout. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont à peu près sur les mêmes niveaux de poste, de maturité, de seniorité, pour qu'il y ait une vraie égalité dans les partages autour de la table. Et là-dessus, on a vu, on vous propose rapidement un template, mais c'est exactement ce que je viens de raconter. Donc métier similaire, donner une expérience qui soit à peu près similaire, taille de boîte, on fait des expériences là-dessus, mais c'est aussi pas mal que ce soit similaire. Intéressant d'avoir aussi des personnes qui s'entendent bien au sein de ce groupe-là. Et c'est quelque chose sur lequel le manager peut aider, c'est-à-dire constituer un crew, donc ce groupe avec des pairs, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Et là où le manager peut aider, c'est qu'en général, il a un peu plus de réseau que les mecs de son équipe. Et du coup, venir proposer des noms ou aider à la constitution est quelque chose qui peut être utile. Dans des plus grosses structures, on peut aussi imaginer qu'il y ait des personnes de la même entreprise qui en fassent partie. Évidemment, c'est un peu compliqué quand c'est exactement le même département, parce que du coup, ça peut brider un peu la liberté d'expression. Mais quand on arrive vraiment sur des grosses structures, ça redevient impossible. Autre format, c'est mon préféré, c'est ma spécialité. Donc on est encore plus loin dans la courbe, en réalité, sur ce concept du management situationnel. Il y a 2 moments seulement où quelqu'un va quitter une boîte ou un poste. C'est quand il est en bas de la courbe, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à cranter sur les objectifs de son poste, et donc il reste dans sa zone de difficulté, et n'y arrivant pas, il finit par partir. C'est très classiquement une bonne partie des périodes de début de job là, qui sont non renouvelés, période d'essai. Et puis il y a un deuxième moment où les gens s'en vont, c'est quand ils sont au top de leur impact, au top de leurs compétences, mais ils commencent à s'ennuyer parce qu'en fait ça roule sur le poste, ils se sentent un peu en zone de confort et ils vont chercher la difficulté ailleurs. C'est l'horreur en fait de perdre les gens ici, mais c'est toujours ce qui se passe. Donc c'est un moment où ça vaut le coup d'être particulièrement attentif. C'est typiquement quelqu'un qui vient de passer une bonne année sur son poste, qui est bien à l'aise dans ses compétences et dans ses résultats. Donc là, quel est l'objectif de ce format? C'est justement de prendre quelqu'un qui est au maximum de son impact et de lui retrouver des pistes de développement professionnel, donc de le sortir de cette zone de confort. Alors, ça peut être des personnes qui sont réellement arrivées ou qui pensent y être déjà arrivées, donc dans ce cas-là, une partie du job, ce sera de leur faire prendre conscience de là où ils se trouvent sur cette courbe. Je vous donnerai des exemples après.
c'est quelque chose qui est potentiellement extrêmement impactant. L'exemple que je vais vous parler, je pense que c'est quelque chose qui a très fortement impacté le CA de notre boîte, parce qu'on a perdu quelqu'un qui était en haut de sa courbe, et ça fait mal en termes d'impact. Ouais, l'ordre de mes slides a été revu à la dernière minute, par moi. À quoi ça ressemble du coup? L'idée c'est de se prendre un temps avec la personne en question. Il faut que la personne qui dispense ce format d'Himalaya ait un levier d'action sur la structure qui soit suffisamment fort pour pouvoir discerner ce qui va se situer à l'intersection des envies et des frustrations de la personne qui se retrouve un peu en haut de la courbe et des trajectoires de la structure, donc capable d'avoir une certaine maniabilité sur le business de ce qui est en train de se passer pour pouvoir que ça se rejoigne. Et donc, l'idée, c'est de partir vraiment, de lister toutes les envies, les frustrations de la personne. Moi, je prends très classiquement un grand tableau Excel. Je vous demande de préparer en amont. Donc, la personne arrive avec une grande liste de tous ses desiderata, qui sont souvent des ébauches. Et l'idée, ça va être d'aller challenger, creuser, comprendre ce qu'il y a derrière, décortiquer ses frustrations et ses envies, peut-être les regrouper en différentes catégories, et puis derrière, venir les croiser avec les perspectives qu'on a déjà dans l'entreprise ou celles qu'on a imaginées mais qu'on n'a pas suivies jusqu'à maintenant. Ça peut typiquement être un cas de l'international, ça fait très longtemps qu'on veut y aller, mais en fait l'horreur de recruter quelqu'un c'est trop compliqué, et puis en fait on n'a pas envie de se séparer non plus de quelqu'un en interne, donc en fait on a plutôt mis le sujet de côté pour l'instant. Mais tiens, puisque tu me dis que en fait t'adorerais bosser ton espagnol et que tu meurs d'envie d'aller habiter là-bas, peut-être qu'on va remettre le sujet sur la table. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a réussi à croiser ces envies, ces frustrations avec les directions potentielles de la structure, c'est vraiment d'en dégager une ou deux trajectoires professionnelles à aller chercher. Ça veut dire qu'on va relancer un cycle d'apprentissage avec quelqu'un qui va revenir au début de la courbe en étant excitation maximale et en fait je sais rien faire parce que c'est hyper ambitieux, puis repasser dans sa courbe de vallée de la mort, difficulté, et puis progressivement recranter. Et puis quand il sera à nouveau haut, il sera temps de refaire un nouvel Himalaya pour le relancer sur un tour. On est à 22 minutes, je vais donc avancer. Je peux vous donner un exemple très récent qu'on a eu chez nous là-dessus. Donc c'était le sujet de l'international. On avait quelqu'un chez nous qui se positionnait un peu mollement, qui s'appelle Violette, sur le sujet de l'ouverture d'un pays qui s'appelle le Portugal, et où on sentait qu'en fait c'était quand même quelque chose de très difficile. Est-ce qu'elle avait vraiment envie d'y aller, pas envie d'y aller, et du coup elle est passée à travers la moulinette de l'atelier Himalaya, et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, bon en fait, on lui a pas dit, mais on l'a forcé à faire un choix assez fort, c'est-à-dire qu'on a tracé une direction pour elle qui était de construire un nouveau business chez nous qui s'appelle Spine Up, qui est une formation au management qui marche très bien, que je vous conseille de faire, qui réexplique un peu tout ce qu'on dit ici. Et en fait, elle a du coup commencer par lancer ce nouveau business et 3 mois plus tard nous dire en fait c'est très bien, j'adore, mais du coup vraiment ce que je veux faire c'est d'aller ouvrir le Portugal, et du coup on lui a ouvert les portes de l'international et elle est partie la semaine dernière ouvrir le Portugal. Mais du coup là où on lui a créé un Himalaya, c'est qu'on l'a relancé dans un cycle professionnel de ok, je démarre un nouveau business au sein de la structure, c'est ambitieux pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et du coup on retrouve de l'excitation et de la difficulté, et nous on est sûr que derrière on a quelqu'un qui veut vraiment qui fait des vrais choix dans son orientation et pas un choix par défaut de ok bon ben puisque j'ai pas d'autre idée, je vais partir ouvrir un pays à l'étranger. Dernier format, le mentorat. Alors à quel besoin vient-il répondre? On le déploie actuellement sur des personnes qui sont critiques pour l'organisation. Alors ce que je m'étais noté, c'est que des personnes qui ont un impact sur au moins 15% de notre business, et qui, dans une de leurs évolutions de poste, typiquement parce qu'ils ont déjà fini un passage dans la courbe et repartent sur un nouveau cycle, sont dans cette phase de difficulté de bas de courbe, et du coup on a quelqu'un qui est clé pour la structure en termes d'impact, qui se retrouve dans une zone de difficulté. Donc en fait c'est particulièrement périlleux pour l'entreprise dans ces moments-là, et du coup là l'idée c'est d'aller chercher des profils très seniors,
On parle de personnes qui ont, pour les startups, attention, on se détend, donc 10 à 15 années d'expérience professionnelle, et dont une bonne dose de management à l'intérieur, et qui vont pouvoir distiller leur savoir-faire, leur capacité à prioriser, à reprendre pied, à installer pleinement quelqu'un dans un nouveau poste qui vient d'évoluer, à leur contact. Ça répond aussi au problème des startups que recruter un profil expérimenté, ça coûte hyper cher, et qu'on se retrouve très souvent avec quelqu'un qui non seulement coûte hyper cher, mais en plus de recruter une équipe entière et n'est pas très opérationnel. Et donc en fait, on vient chercher cet expérimenté sur probablement 10% de son savoir-faire, et le reste, on ne sait pas trop quoi en faire, ça coûte très cher, et est-ce que l'argent est vraiment bien utilisé ? Donc typiquement, nous, chez nous, on a maintenant des mentors qui travaillent à 10% de leur temps chez nous. On fait une économie qui est considérable en conservant des managers qui sont plutôt des profils juniors et qui sont épaulés par ces profils très seniors au quotidien. Et du coup, quel est le format que l'on adopte avec ces profils-là ? C'est quelque chose qui représente plutôt une timeline. On a typiquement une première phase où ce qu'on aime bien, c'est d'avoir un profil très senior qui vient au contact sur le terrain en shadow sur ces profils clés, explorer comment se passe leur quotidien. Donc typiquement rentrer dans les relations managériales, faire des points one-to-one, des réunions, des meetings et regarder la manière dont ils gèrent globalement leur travail. Venir débriefer de cette première analyse de ce qu'ils ont vu, constaté, ce qui les a étonnés. C'est un peu le rapport d'étonnement. Et en général, s'établit un peu un plan d'action de ce sur quoi on va venir bosser derrière. Et puis derrière, ce qu'on fait, c'est que on va se revoir chaque semaine pour débriefer de tout ce qui s'est passé, en particulier avec les points de vigilance, et du coup ancrer les bons réflexes. Dans le cas de chez nous, sur les sujets de management, et avoir ce suivi hebdo qui est cadré dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de lancer une relation qui va durer ad vitam aeternam, parce que les effets sont un peu décroissants au fur et à mesure que la relation avance, et donc de vraiment créer cet impact au tout début en faisant du shadow, et ensuite d'ancrer les bons réflexes en se revoyant chaque semaine. Le coût d'un format comme celui-là, on a mis les grosses économies. Ce que ça nous coûte aujourd'hui, c'est quelque chose comme entre 1000 et 3000 euros par mois. Nous, on est plutôt sur la fourchette basse, mais je vous donne une idée globale, si jamais vous voulez le faire chez vous. Par mentor, qui peut accompagner jusqu'à 1, 2, 3 personnes en fonction de sa disponibilité. Voilà. Alors toutes ces actions, j'ai essayé de les justifier à chaque fois en vous donnant des chiffres, en essayant de rationaliser l'impact sur le business. La réalité, c'est que la raison pour laquelle on le fait aussi chez nous, c'est que on pense que l'humain est le sujet fondamental de l'entreprise et de notre stratégie de développement. Donc oui, on a des objectifs de croissance, mais en fait on pense que considérer l'humain dans le cadre de ces objectifs de croissance et le mettre avant est créateur de valeur chez nous, pas seulement économique mais aussi humaine. Donc en fait on est très attaché aux gens qui travaillent chez nous, et du coup c'est pour ça qu'on bosse bien sur ce sujet de courbe, pour essayer de les retenir, de les faire grandir et de faire que notre développement soit une conséquence de leurs envies et pas l'inverse. Et on n'est même pas sûr que ce soit la bonne manière de le faire, et on n'y arrive pas tout le temps, mais on essaie. Et du coup, les 3 conseils que je donnais pour demain, dans 3 mois et dans 6 mois, la première, c'est d'appliquer ces théories du management situationnel, et donc de comprendre, en fait, dans vos équipes, où sont les personnes. C'est intéressant de vous situer, vous, aussi à l'intérieur, en tant que manager ou non. Et c'est intéressant de le faire avec les équipes, parce qu'il y a une grande différence entre les gens où ils se perçoivent et où vous les percevez. Et souvent, c'est créateur de beaucoup de discussions et de valeurs dans ces moments-là. Le deuxième sujet, la deuxième piste à horizon 1 mois, c'est de tester ce format de co-coaching qui est probablement assez light à mettre en place, parce que ça coûte vraiment rien du tout, si ce n'est du temps, en identifiant des bons binômes de personnes qui pourraient s'inspirer les uns les autres et vont répondre à des objectifs respectifs avec un bon matching.
Et la troisième perspective, à 3 mois, c'est peut-être de identifier des collaborateurs qui seraient à même de pouvoir bénéficier de systèmes de mentoring et du coup de regarder autour de vous. Nous, c'est vraiment dans nos réseaux perso qu'on est allé chercher ces premiers mentors parce qu'il y a aussi un sujet de proximité peut-être avec eux, de venir accompagner ces collaborateurs pour un peu augmenter leur niveau d'impact, alors même que ce sont déjà des gens qui sont très impactants chez vous. Évidemment, il y a des templates que vous pourrez retrouver sur cette presse, par exemple celui-là qui permet de calculer votre gain potentiel d'employee lifetime value. Oui, vous pouvez le calculer. Et tous les autres formats dont on a parlé, il y a évidemment aussi des documents qui vont vous permettre de retrouver toutes les questions, les types de structuration que nous en place et que nous a concocté Raphaël. Et du coup, je voulais juste vous dire merci. Si jamais, évidemment, vous êtes intéressé pour tester ces formats, si vous les avez déjà testés, si vous voulez les améliorer, ça nous intéresse beaucoup. C'est évidemment, comme je disais au début, des formats qui ne sont pas finis et sur lesquels nous, on travaille avec d'autres structures qui sont nos clients aujourd'hui, mais aussi qui peuvent ne pas l'être. Et donc, on est toujours très intéressé d'entendre ce qui se passe ailleurs et ce qu'on peut continuer à améliorer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, du coup, Lucas. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, Où ça? Ah. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation qui était hyper intéressante. Je m'appelle Arnaud, je suis cofondateur de RampUp, c'est une boîte RH, donc j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment top. Et j'ai aussi parlé avec beaucoup de personnes qui étaient démotivées au travail, de RH, et j'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est aussi que dans les boîtes, dans les startups qui sont en train de scale, il y a une segmentation du travail, une segmentation des tâches, enfin une forme de taylorisme. On prend l'exemple des ventes qu'on connaît bien avec des personnes qui vont booker les rendez-vous, d'autres qui vont closer, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée un sentiment de déshumanisation et c'est une des principales raisons de démission dans les scale-up. Et bon, je ne citerai pas de nom, mais il y a pas mal de startups qui ont vraiment eu une très forte croissance et qui ont connu une vague énorme de démissions parce que justement les gens, quand la boîte a grossi, ils n'arrivaient plus à se retrouver dans ce modèle où chacun était dans une case et avait une part de travailler sur une part de la chaîne de valeur qui était très faible. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez des remarques ou autre? Ouais, merci, super sujet, j'adore. Alors effectivement, nous on a une bonne partie des gens qui arrivent sur ce format Himalaya de je suis un peu au bout de mon poste, c'est quoi le next step? Puis par ailleurs mon périmètre il est un peu trop étroit, je suis un peu trop confort dessus. Ce qui se passe en fait quand on vient redécouper, resegmenter ces postes-là, mais ce qui est aussi ce qui permet de gagner en efficacité dans certains moments, et donc parfois c'est très pertinent de le faire. Du coup, nous, on est un peu contraints de lancer des nouveaux business régulièrement pour ces personnes qui n'aiment pas les jobs segmentés. Ce qui a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça disperse un peu la structure. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse ligne de business qu'on attaque fortement et qu'on scale à mort et on ne se pose pas d'autres questions, bah en fait, on a une grosse ligne de business, une ligne de business moyenne et 4 lignes de petits business qui sont du coup à des niveaux de maturité différents, avec des jobs qui sont plus ou moins segmentés, et ce qui nous permet de retrouver de la place pour les personnes qui apprécient les moments où tout est rassemblé. C'est ce qu'on a fait. Après, on est aussi une structure qui n'a pas levé de fonds. On a juste fait une première phase d'amorçage de Love Money. Donc on est aussi peut-être moins orienté par des investisseurs que peuvent l'être des structures qui en fait en ont et qui du coup sont vraiment dans une logique de scale très très forte pour arriver jusqu'à ces fameuses IPO et compagnie. Donc c'est aussi une question de... Enfin, on peut un peu plus facilement se le permettre que d'autres structures. Et après, sur ce sujet de découpage des postes, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, on a eu des phases de la structure où c'était extrêmement pertinent de découper les jobs. Et en fait, notamment pour des sujets de désintéressement au job, finalement, c'était plus intéressant de les refusionner, même si on perdait un petit peu en productivité, parce que le coût du turnover est tellement géant que, en fait, il vaut mieux avoir des gens qui kiffent leur job et qui sont un peu moins productifs que l'inverse. Et donc, notamment, un de ces Himalayas, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui était
c'était Anna chez nous, qui en fait voyait qu'il y avait un problème avec son métier, qu'elle arrivait un peu au bout de l'intérêt sur ce job-là. Et en fait, on a fusionné 2 équipes en rattachant des jobs qui auparavant étaient séparés, ce qui a recréé en fait beaucoup de sens dans le quotidien de ces jobs-là. Une autre question? Il y en a qui kiffent les jobs séparés aussi par ailleurs, donc en fait, tout le monde trouve son équilibre.